Bienvenue à ce webinaire. Le thème de ce webinaire, c'est insérer des légumineuses dans les rotations agricoles. Quel impact économique en Hauts-de-France? Quelques infos pratiques. Donc, ce webinaire, il va durer environ 30 minutes. Enfin, pendant 30 minutes, je vais vous présenter un peu l'étude que j'ai réalisée l'année dernière. Et ensuite, on aura un petit quart d'heure pour échanger et puis pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, rapidement, pour présenter le contexte de ce webinaire, en 2024, dans le cadre du projet Philoleg, on a mené une étude. AgroTransfert a mené une étude. Donc, qu'est-ce que c'est que le projet Philoleg? Et le projet Philoleg, c'est un projet qui est porté par la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, avec pour partenaires Adrianor, Bian Hauts-de-France, Aprobio, Terrinovia, la coopération agricole et le comité de promotion de la Chambre Nord-Pas-de-Calais. AgroTransfert était partenaire du projet jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, l'objectif de Philoleg, c'est de favoriser la structuration de la filière légumineuse à graines à destination de l'alimentation humaine dans les Hauts-de-France. Donc, c'est un projet qui repose sur 4 grandes missions. Une mission de structuration et d'animation d'un réseau d'acteurs. Une mission qui vise à faciliter les transactions entre les acteurs. Enfin, il y a aussi une mission qui, là, est plus basée sur la centralisation de la connaissance, donc produire et référencer et capitaliser de la connaissance technique, notamment. Et ensuite, on a une dernière mission qui est sur la promotion des productions régionales. Donc, je vous ai mis dans le petit encadré. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Philoleg ou contacter Trévis Adoo, qui est le chargé de mission à la Chambre qui s'occupe du projet Philoleg et qui le pilote. Donc voilà un peu pour contextualiser ce webinaire. Donc si on rentre dans le vif du sujet, d'abord en termes d'introduction, si on replace un peu le contexte des légumineuses dans les Hauts-de-France, donc les légumineuses dans les Hauts-de-France, ça concerne 1% de la SAU régionale, donc c'est quand même très faible. La carte ici, elle vous présente la localisation des surfaces. Donc, on voit que les surfaces de légumineuses dans les Hauts-de-France, elles sont plutôt situées dans le sud de la région, notamment dans l'Oise et dans la Somme, et pas mal aussi dans l'Oise et dans l'Aisne, pardon, un petit peu dans la Somme aussi. En termes d'espèces, c'est le pois qui est la légumineuse majoritaire. C'est vrai aujourd'hui, c'était pas le cas il y a plusieurs années, mais donc si on regarde ensuite le graphique ici en bas là, il présente la dynamique des surfaces des légumineuses à graines dans les Hauts-de-France depuis 2010. Donc il y a la lentille représentée en orange, le pois en vert et la févrole en marron. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique de surface à la baisse, hein. La févrole, on était à 50 000 hectares en 2010, aujourd'hui on a moins de 10 000 hectares. Pour le pois, on était à 40 000 hectares et aujourd'hui on se situe autour de 20 000 hectares. La lentille, elle, a une tendance plutôt à la hausse, mais on voit qu'on est sur des surfaces qui sont quand même vraiment très faibles. Donc, qu'est-ce qui explique cette diminution des surfaces? Il y a plusieurs choses, et notamment que ces cultures, elles sont perçues comme risquées par les agriculteurs. Alors, pourquoi elles sont perçues comme risquées? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, c'est qu'on a des rendements qui sont plutôt aléatoires sur ces cultures-là, qui varient beaucoup d'une année à l'autre. Ensuite, on a une compétitivité qui est faible des légumineuses par rapport à d'autres cultures. En région, on a la pomme de terre, la betterave, qui sont des cultures qui sont beaucoup plus compétitives que, par exemple, du pois ou de la févrole. Et on a aussi un manque de références technico-économiques sur ces cultures. En 2022, dans le cadre du projet Philoleg, on a fait des ateliers de concertation, en 2023, pardon, et on a pu identifier les besoins des acteurs régionaux. Et un besoin qui est apparu, c'était qu'il y avait besoin d'acquérir des données technico-économiques sur la rentabilité des légumineuses dans les Hauts-de-France. Donc, savoir combien est-ce que ça coûte, combien est-ce que ça rapporte, voilà. Des données comme ça. Donc, il y avait une première étude qui avait été réalisée par AgroTransfert l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, 2023. Et là, du coup, on a complété et agrémenté cette étude en produisant de la donnée sur d'autres cultures. Donc, je vais vous présenter un peu la méthodologie de notre étude pour que vous compreniez un peu la démarche qu'on a suivie et comment on en est arrivé à ces résultats-là. Donc, tout d'abord, on s'est dit qu'il fallait qu'on choisisse des espèces qui soient adaptées à l'alimentation humaine et qui soient observées en région pour que les résultats y parlent aux agriculteurs régionaux et aux acteurs régionaux. Donc, pour ça, on est parti sur la févrole de printemps. On n'a pas choisi la févrole d'hiver puisqu'elle est riche en vicine-combicine et que donc elle n'est pas consommable en alimentation humaine. Ensuite, on s'est focalisé sur la lentille et sur le pois d'hiver, sachant que le pois de printemps, on l'avait déjà étudié dans une étude précédente. Maintenant qu'on avait nos 3 espèces qu'on allait insérer dans nos rotations, enfin sur lesquelles on allait travailler, il fallait qu'on décide qu'on choisisse quel système de culture on allait étudier.
Donc là, on a choisi les systèmes betteraviers et céréaliers puisque c'est les systèmes dans lesquels sont observées les légumineuses à graines dans la région. Maintenant qu'on avait donc nos cultures et les systèmes de culture dans lesquels on allait insérer ces légumineuses, on a échangé avec des conseillers agricoles pour identifier les stratégies d'insertion de la légumineuse. Donc l'objectif, c'était de proposer différentes stratégies d'insertion qui soient proches de ce qu'on observe sur le terrain. Donc on a distingué deux types de stratégies, des stratégies de substitution. Donc là, par exemple, vous avez le système de référence, donc betterave, blé, colza, blé, orge. La stratégie de substitution, elle a consisté à remplacer le colza par une févrole de printemps. Et ensuite, on a des stratégies d'allongement où là, le nombre de cultures dans la rotation, il va être augmenté puisqu'on va rajouter une légumineuse en plus des cultures déjà présentes. Donc là, par exemple, on a betterave blé, colza, blé, févrole, blé, orge. Voilà, donc ça, c'est les différentes stratégies. Maintenant qu'on avait nos systèmes, il fallait savoir un petit peu sur quel itinéraire technique on allait se baser. Du coup, en discussion toujours avec les conseillers, on s'est dit qu'on allait partir sur des itinéraires techniques réels. Et donc, on a collecté des itinéraires techniques auprès de conseillers. Et parfois, on avait du mal à obtenir des itinéraires techniques. Donc, on s'est basé sur la revue Assolement et Stratégie qui présente des itinéraires techniques régionaux. Maintenant qu'on avait nos données agronomiques, on pouvait construire nos données économiques. Donc nous, l'intérêt, c'était vraiment de travailler à l'échelle de la rotation, ce qui permet de prendre en compte les effets précédents, notamment sur le rendement et la fertilisation de la culture qui suit la légumineuse. Donc ça, on s'est basé sur de la bibliographie. Donc on a identifié que pour le blé, l'effet précédent du pois d'hiver et de la févrole de printemps, ça permettait un gain de 7 quintaux par hectare et une diminution de la fertilisation de l'ordre de 40 unités d'azote par hectare. Pour le colza, on avait un gain de rendement de l'ordre de 1,5 quintot par hectare et pareil, une diminution de 40 unités d'azote. Pour ce qui était de la lentille, en termes de diminution de la fertilisation azotée, on était sur moins 55 unités d'azote par hectare pour le blé et pour le colza. Et en termes de gain de rendement, donc on a considéré qu'un effet précédent de la lentille, ça permettait un gain de 7 quintaux par hectare sur un blé et 15% de rendement en plus pour un colza. Voilà les données qu'on a prises, qui nous ont permis ensuite de faire nos calculs à la rotation. On a aussi réfléchi à dans quel contexte de prix on allait se positionner pour réaliser notre étude. Donc, on a choisi de se baser sur deux contextes différents. Donc, d'abord, on a eu le contexte moyen. Donc, c'est la moyenne olympique entre 2019 et 2023, donc qui sera toujours représenté en bleu nuit. Donc, ce contexte moyen, il est caractérisé par ça a été le Covid et le début de la guerre en Ukraine. Donc, il y a eu une envolée des prix, notamment du colza et du blé, qui ont eu des prix très élevés. Le prix de la betterave, lui, il est resté plutôt standard. Et aussi, on a eu évidemment une hausse très importante du prix des engrais. Dans ce contexte-là, les légumineuses, leur prix a plutôt suivi celui du blé, donc est plutôt parti à la hausse. Et ensuite, on a choisi le contexte 2024, puisque l'étude a été réalisée en 2024. Donc, ce contexte 2024, il se caractérise par un prix des engrais, du colza et des céréales qui est plutôt retourné à la normale, quand le prix des légumineuses, lui, est resté quand même plutôt élevé par rapport au blé. Ce qui caractérise vraiment ce contexte 2024, c'est un prix de la betterave qui est très haut, puisqu'on est monté à 40 tonnes par hectare, 40 euros par tonne, pardon. Et donc aussi, on a eu une hausse du coût de l'énergie qui s'est traduite par des coûts de récolte et de mécanisation élevés. Donc voilà les deux contextes de prix dans lesquels on a situé notre étude. Et ensuite, on a décidé d'un indicateur pour pouvoir travailler sur cette rentabilité. Donc on est parti sur la marge semi-nette avec aide à la rotation. Donc la marge semi-nette, ça correspond au produit, donc rendement fois prix de vente de la culture, moins les charges opérationnelles, moins les charges de mécanisation, moins les coûts de récolte, plus les aides. Donc pourquoi on a choisi cet indicateur? La marge semi-nette, elle permet de s'extraire des charges de structure et vraiment de regarder ce qui se passe à l'échelle de la parcelle, de la rotation. Et on a décidé de prendre en compte les aides puisque dans le cadre des légumineuses, les aides, elles ont quand même un impact assez fort quand on parle de rentabilité. Voilà pour un petit peu les données, comment on les a construites. Ensuite, maintenant qu'on avait nos données, nos systèmes, etc., on pouvait analyser nos systèmes de manière économique. Donc, on a fait ça en trois étapes. La première étape, ça avait pour but d'évaluer la rentabilité des légumineuses à l'échelle de la culture. En gros, l'idée, c'était de se dire comment est-ce que la légumineuse elle va se positionner en termes de rentabilité par rapport aux autres cultures, et en se disant que si
À l'échelle de la culture, la légumineuse, elle n'est pas rentable, ça sert à rien d'essayer de l'insérer dans un système, dans une rotation. Donc, pour cette première étape, on a utilisé la marge semi-nette à l'échelle de la culture. On l'a calculée pour chaque culture, on les a comparés. Si on identifiait que la légumineuse, elle présentait un intérêt à l'échelle de la culture, alors on l'insérait selon différentes stratégies dans la rotation. Et là, l'objectif, c'était d'identifier quelle stratégie d'insertion était la plus robuste dans les deux contextes de prix. Donc là, en utilisant la marge semi-nette à l'échelle de la rotation, en contexte de prix moyen et en contexte de prix 2024, on pouvait voir quel était l'impact de la stratégie d'insertion par rapport au système de référence et d'identifier la stratégie qui nous paraissait la plus robuste dans ces deux contextes de prix, en se disant que si une stratégie elle est robuste, elle est rentable, enfin, en tout cas elle n'impacte pas négativement la marge par rapport au système de référence dans deux contextes variés, ben on peut se dire qu'elle du coup elle est plutôt robuste. Une fois qu'on avait identifié notre stratégie qui nous semblait la plus robuste, on a cherché à identifier les conditions de rentabilité de cette stratégie. Donc pour ça, on a fait varier le prix de vente et le rendement de la légumineuse pour voir un petit peu comment allait évoluer la marge semi-nette à l'échelle de la rotation, et ça nous a permis un peu d'identifier des fourchettes de rentabilité de la légumineuse. Voilà un petit peu notre démarche. Donc on a étudié quand même une variété de systèmes. Donc en système céréalier, on a inséré du pois d'hiver avec deux stratégies. En système betteravier, on a inséré du pois d'hiver, de la févrole de printemps et de la lentille. Et après discussion avec des conseillers, on s'est dit qu'on avait envie de se baser sur des cas réels, et donc on a fait cette étude dans différents contextes pédoclimatiques. Donc on a inséré de la févrole de printemps dans la plaine de la Lys, en limon profond dans un système betteravier. On a inséré dans le Cambrésis, en limon argileux profond et en système betteravier, de la lentille et du pois d'hiver. La lentille et le pois d'hiver, on les a aussi insérés en craie-grasse dans le plateau Picard en système betteravier. Et donc, on voulait aussi tester l'insertion d'une légumineuse en système céréalier. Du coup, on a créé un système en argile limoneuse, voilà, en système céréalier. Je ne peux pas vous présenter tous les résultats parce que ça serait beaucoup trop long. Donc, j'ai décidé de me focaliser sur la févrole de printemps, puisque c'est une culture qui s'en est plutôt pas trop mal sortie en 2024 par rapport aux autres, notamment au pois d'hiver. Mais l'ensemble de ces systèmes, ils sont disponibles dans une synthèse dont je vous donnerai l'accès à la fin du webinaire. Donc voilà, notre question aujourd'hui, c'est insérer une févrole de printemps dans sa rotation betteravière, quel impact économique? Donc pour vous présenter un peu le contexte pédoclimatique, on se situe en limon profond. En termes de rendement des cultures, on s'est basé sur les 4 types gazelles. Donc gazelle, c'est un projet qui a été mené par AgroTransfert, que je vous invite à aller découvrir si vous ne le connaissez pas sur notre site internet. Et dans le cadre du projet Gazelle, ils ont construit des 4 types avec, selon différents contextes pédoclimatiques, des rendements et des itinéraires techniques. Donc je me suis basé là-dessus. Donc voilà les rendements un petit peu sur lesquels on se repose. Donc en betterave, on est à 107 tonnes par hectare. En blé, on est à 100 quintaux par hectare. En colza, à 40 quintaux par hectare. Orge d'hiver, 90 quintaux par hectare. Et orge de printemps, 62 quintaux par hectare. Et pour notre contexte, notre cas là, on s'est basé en févrole de printemps sur un cas réel qui a été récolté auprès d'une coopérative avec un rendement à 41,5 quintaux par hectare. Voilà pour un petit peu présenter le contexte. Donc, la première étape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de savoir si la févrole, à l'échelle de la culture, elle est compétitive. Donc, pour ça, j'ai calculé la marge semi-nette de chaque culture. Donc là, on est en contexte de prix moyen. Ce graphique, donc, il vous présente la marge semi-nette en euros par hectare selon les différentes cultures. En bleu nuit, vous avez la marge semi-nette sans Z qui est représentée. En rouge, j'ai fait apparaître les aides couplées, qui sont de 104 euros pour les légumineuses. Et ensuite, vous avez en rose l'effet précédent blé et en vert l'effet précédent colza qui nous permettent, puisqu'on a décidé de l'ajouter à la févrole pour représenter un peu la rentabilité de ces cultures-là. Donc, ce qu'on observe, c'est que si on regarde uniquement la marge sans les aides, on voit que la févrole, elle est plus rentable qu'une orge de printemps et qu'elle est quasiment rentable à une orge d'hiver, par rapport à une orge d'hiver. Donc, sa rentabilité, sans prendre en compte ni les aides ni l'effet précédent, elle semble pas incroyable, mais en même temps, elle est meilleure que celle des moins bonnes cultures, des cultures les moins rentables de la rotation. Si on prend en compte les aides, alors là, on va dépasser la rentabilité d'une orge d'hiver.
Et si on prend en compte l'effet précédent, on voit qu'on se situe quasiment à un niveau de rentabilité égal à celui du colza. Donc, dans ce contexte-là, en contexte de prix moyen, on s'est dit, bon, bah, la févrole, elle semble avoir un intérêt. On peut tester de l'insérer dans des rotations, mais on voulait d'abord vérifier comment ça se comportait en contexte de prix 2024. Donc, en contexte de prix 2024, là, c'est toujours pareil. Vous avez représenté la marge cheminette selon les cultures. En orange, c'est la marge cheminette sans les aides. Et ensuite, on a les aides en rouge et les effets précédents en rose et en vert. Ce qu'on remarque déjà, c'est qu'en 2024, la marge de la betterave, elle est énorme du fait de prix de vente très élevés. Si on reprend un peu la même logique que pour un contexte de prix moyen, ce qu'on constate, c'est que pareil, la févrole, quand on prend en compte que sa marge cheminette sans les aides et sans les effets précédents, eh ben, elle a une rentabilité qui est supérieure à celle de l'orge de printemps et comparable à celle d'une orge d'hiver. Quand on prend en compte les aides, là, on va dépasser même, non, on va atteindre, pardon, la rentabilité du colza. Et quand on prend en compte les effets précédents, ben là, on va dépasser la rentabilité du colza. Donc, ce qu'on s'est dit à cette étape de l'analyse, c'est que, au vu des résultats de l'analyse de la rentabilité, enfin, de la marge séminale à l'échelle de la culture, eh ben, la févrole, elle semblait avoir un intérêt. Elle paraissait rentable. Mais du coup, on s'est dit, mais qu'en est-il à l'échelle de la rotation? Donc, pour réfléchir à l'échelle de la rotation, on a réfléchi avec les conseillers comment on insère une févrole de printemps dans une rotation. Donc, je vous ai dit qu'on l'insère en système betteravier, donc on se base sur une rotation betterave, blé, colza, blé, orge. Et on a identifié 3 stratégies pour la févrole de printemps. Donc d'abord, on a une stratégie de substitution. Donc là, on garde betterave, blé, on remplace le colza par la févrole et ensuite on garde le blé et l'orge. Ça, c'est la stratégie de substitution. Donc on a un blé de févrole. Et ensuite, on a proposé 2 stratégies d'allongement, donc qui sont construites de la même manière. On garde betterave, blé, colza, blé, et derrière le blé, on met la févrole pour les 2 rotations. Et ensuite, derrière la févrole, soit on a mis un blé, soit on a mis un colza. Donc ça nous permet de voir l'impact, enfin l'effet précédent sur un blé ou sur un colza, de comparer un peu ces 2 stratégies. Donc maintenant qu'on avait construit nos différentes stratégies, on a pu les comparer entre elles. Donc là, l'objectif, c'était de regarder quel était l'impact des différentes stratégies d'insertion sur la rentabilité de la rotation. Donc ce graphique, comment il est construit? Donc vous avez toujours, pareil, la marge cheminette avec aide, ce coup-ci, de la rotation. Là, vous avez le système de référence dont les barres sont pleines. Et ensuite, vous avez les différentes stratégies. Donc la stratégie de substitution et les 2 stratégies d'allongement. Ce qu'on constate en contexte de prix moyen, c'est qu'il n'y a pas d'impact notable. Alors, les 2 premières stratégies provoquent une légère, mais vraiment très légère, de 0,9%, donc une légère baisse de la rentabilité par rapport au système de référence. La stratégie d'allongement numéro 3, donc celle où on positionne le colza derrière la févrole, implique une petite hausse de la rentabilité. Ça s'explique notamment par le fait qu'en contexte de prix moyen, le colza, il avait un prix très élevé. Et du coup, vu qu'on va augmenter le rendement du colza grâce à l'effet précédent de la févrole, bah, du coup, augmente un petit peu la rentabilité. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que on n'a pas de gain ni de perte finalement lorsqu'on insère une févrole selon les différentes stratégies en contexte de prix moyen, dans notre cas étudié. Si on regarde en contexte de prix 2024, là on voit qu'on a un petit peu plus d'impact. Donc la stratégie de substitution où on remplace le colza par la févrole, elle impacte à peine et de manière plutôt positive la rentabilité de la rotation par rapport au système de référence, mais ça reste vraiment très peu marqué. En revanche, les 2 stratégies d'allongement, là, elles vont impacter plutôt négativement la rentabilité de la rotation, avec une diminution pour les 2 rotations de 8,8% de la rentabilité. Cette diminution, pardon, elle s'explique par le fait que donc, en contexte de prix 2024, la marge de la betterave est très élevée. Et du coup, si on ajoute des cultures dans la rotation, eh ben, on va diluer la marge de la betterave et donc ça va se répercuter de manière plutôt négative à l'échelle de la rotation. Voilà, donc ça, c'est les constats qu'on a fait. Donc si maintenant on met nos 2 contextes de prix en parallèle, ça nous permet de voir que finalement, la stratégie 1, elle est plutôt robuste puisque en contexte de prix où les légumineuses sont pas forcément favorables parce qu'elles suivent le prix des céréales, eh ben, on n'a pas de diminution importante. Et en contexte 2024, où là, on a par exemple une culture qui
tire la marge de la rotation, et ben on a une légère augmentation. Donc elle paraît la plus robuste. Donc là, on s'est dit, bah voilà, cette stratégie 1, elle a l'air rentable, mais quelles sont les conditions de rentabilité de cette rotation? Donc là, je vais vous proposer un petit sondage pour discuter un peu du rendement et du prix de vente de la févrole. Donc, en tout cas, donc le rendement moyen de la févrole dans les Hauts-de-France ces 5 dernières années se situe plutôt autour de 38 quintaux par hectare. Donc, ceux qui ont mis 41, vous avez surestimé la févrole ces dernières années. Et en termes de prix de vente, aujourd'hui, on est à 280 euros par tonne. Enfin, en 2024, on était à 280 euros par tonne, ce qui est plutôt pas mal. Et en moyenne, avant, on était plutôt à 220 euros par tonne. Donc, en fait, les personnes qui ont répondu 220 euros par tonne, vous étiez plutôt dans les prix moyens et le prix actuel, c'est 280 euros par tonne. Du coup, bah, merci pour votre participation. Donc, pour rebondir sur ces chiffres, j'ai calculé selon les différents prix et rendements que je vous ai proposés, un peu la marge semi-nette de la févrole en euros par hectare. Donc finalement, on voit que en rendement bas, prix bas, on est à environ 180 euros par hectare, ce qui est quand même relativement très faible. Quand en rendement haut, prix haut, on peut atteindre les 1069 euros par tonne. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une variabilité de la rentabilité qui est énorme quand on se focalise à l'échelle de la culture. Ça permet juste de voir voilà qu'en fait bah, la rentabilité vraiment elle est hyper variable et que ça peut aussi expliquer pourquoi les agriculteurs ils sont pas forcément très enclins à mettre de la févrole. Mais nous, comme je vous ai dit, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de s'intéresser à l'échelle de la rotation. Donc pour voir les conditions de rentabilité à l'échelle de la rotation, on a utilisé ce qu'on appelle une matrice de gain, donc c'est ce graphique. Donc, je vais vous expliquer un peu comment il est construit. Donc, les chiffres au milieu qui sont coloriés, ça représente la marge de la stratégie 1 à l'échelle de la rotation. Lorsque les cases sont coloriées en rouge, ça veut dire que la marge de la stratégie est inférieure à la marge du système sans légumineuses. Quand on est en jaune, ça veut dire qu'on est quasiment égal à la marge du système sans légumineuses, mais qu'on est à peine en dessous. Et quand on est en vert, là, ça veut dire que la marge de la stratégie avec légumineuses est supérieure à la marge de la stratégie sans légumineuses. Donc, ce qu'on voit, c'est que nous, dans notre cas, on est à 4,1 tonnes par hectare, dans le cas précis sur lequel on s'est focalisé. Et en 2024, les prix étaient à 280 euros la tonne. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans ce système-là, c'était rentable. Mais on veut quand même voilà voir un petit peu comment cette rentabilité elle peut varier en tout cas enfin oui voilà comment elle peut varier. Du coup on a fait varier le rendement de 25 quintaux à 56 quintaux et on voit que il y a quand même une grande partie des situations dans laquelle la févrole n'est pas rentable. Bon évidemment lorsque les rendements sont bas et ben quel que soit le prix même s'il monte très haut on n'est pas rentable et ensuite pareil, même si le rendement est élevé, si les prix sont pas suffisants, on n'est pas rentable. Je vous ai remis les 3 chiffres que j'avais calculés à l'échelle de la rotation, à l'échelle de la culture, pardon. Donc, on a en orange rendement bas, prix bas, en violet rendement moyen, prix de vente moyen, et en bleu rendement haut, prix haut. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à l'écart qu'on avait tout à l'heure à l'échelle de la culture, là, il est beaucoup plus lissé à l'échelle de la rotation. Donc, quand on regarde à l'échelle de la rotation, le risque pris en insérant une févrole de printemps, il est quand même relativement lissé par rapport à quand on regarde uniquement à l'échelle de la culture. Donc, ce que cette matrice, elle nous permet de voir, c'est que quand on est au rendement régional qui est de 3,8 quintaux par hectare, tonnes par hectare, pardon, eh ben, il faut quand même avoir un prix de vente qui soit élevé, qui soit à 305 euros par tonne pour pouvoir atteindre la rentabilité. Donc ça peut questionner, ou en tout cas, ça peut montrer qu'il y a vraiment un intérêt à soutenir et à proposer des prix qui soient suffisamment élevés pour la févrole pour que les agriculteurs se sentent prêts à y aller. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de résultat qu'on a pu avoir pour plein de systèmes différents. Si on conclut du coup que sur l'insertion d'une févrole de printemps, ce qu'on voit, c'est que ça peut être rentable, mais il faut que les prix soient suffisamment élevés et que les rendements soient stabilisés. Puisque là, on voit que
En gros, en dessous de 41 quintaux, bah, la rentabilité, elle est quand même difficilement atteignable. Donc, il y a besoin de stabiliser les rendements et de garantir des prix, parce que même si les rendements sont élevés, si les prix sont pas suffisants, ça ne permettra pas de développer ces cultures-là. Donc, la contractualisation, elle peut être très pertinente pour sécuriser les agriculteurs sur les prix de vente dont ils pourraient bénéficier, et les organismes de collecte aussi, puisque on pourrait envisager qu'il y a un engagement sur des volumes et qui permettrait de garantir à l'organisme de collecte s'il aura suffisamment de volume récolté. Les prix que je vous ai présentés là, ils sont pas, c'est des prix hors contrat, donc ça montre qu'hors contrat, c'est quand même plutôt difficile de trouver la rentabilité d'une févrole de printemps, par exemple. Ce que ça montre aussi, cette étude, c'est qu'il y a un vrai besoin de réflexion à l'échelle de la filière avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la production, de la collecte, de la transformation, pour vraiment essayer de répartir le risque, répartir la valeur ajoutée et travailler collectivement à développer ces cultures-là. C'est notamment un des objectifs du projet Philoleg, et donc voilà, ça donne encore des arguments pour se dire, ben, il y a vraiment besoin de continuer à travailler ensemble. Donc voilà, là, je vous ai uniquement présenté la févrole de printemps dans un contexte, mais donc voilà, il y a plein d'autres systèmes qui ont été travaillés et qui sont disponibles dans une synthèse. Donc, elle est sur le site internet de Philolec. Je vais vous proposer ensuite un petit QR code après pour que vous y ayez accès. Et si vous voulez, il y a aussi le rapport complet de l'étude où là, pour le coup, c'est très détaillé. Si vous en avez, enfin, si vous souhaitez y avoir accès, vous pouvez me demander. En perspective, quand même, je voulais ouvrir sur le fait que dans cette étude, on s'est uniquement focalisé sur l'impact économique et la rentabilité économique, et on n'a pas du tout pris en compte les externalités positives qui pouvaient être considérées lorsqu'on parle d'insertion de légumineuses. Donc, il y a différentes études qui ont été menées par l'INRA, par Perinori, etc., et qui ont permis d'identifier quand même qu'il y avait des impacts agronomiques et environnementaux qui étaient positifs lorsqu'on insérait des légumineuses. Donc, il y a notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a une réduction de la consommation en énergie fossile due au fait que les légumineuses, on va pas les fertiliser, donc il n'y a pas besoin de produire de l'engrais qui est très polluant. On a une réduction de l'utilisation d'intrants. Là, ça n'a pas été pris en compte et les itinéraires techniques qu'on a utilisés, on les a un blé derrière un colza ou un blé derrière une févrole avait le même IFT, les mêmes utilisations d'intrants. Mais on peut se dire que si on insère une culture de printemps dans une rotation avec des cultures d'hiver, eh ben, ça va permettre de diminuer un peu l'utilisation d'herbicides, notamment. Et on a aussi une augmentation de la biodiversité cultivée. Par exemple, la févrole, c'est une plante mellifère qui va attirer les pollinisateurs, etc. Donc, ça a aussi des impacts positifs autres que, à prendre en compte et qui vont plus loin que le pur aspect économique. Voilà, j'ai fini de présenter. Donc, ce QR code, si vous souhaitez le scanner, il vous permettra d'accéder à la synthèse de l'étude, donc qui est une version raccourcie de l'étude où vous aurez tous les systèmes et vous n'aurez pas forcément toute la méthode, toutes les explications, etc. Cette synthèse beaucoup plus complète, faut que vous m'envoyiez un mail si vous voulez y avoir accès. Mais voilà. Je vais regarder, j'ai l'impression qu'il y a des questions. Alors, et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc, il y a une question sur comment estimer le rendement de ces dernières années, combien d'agriculteurs interrogés. Pour le rendement des dernières années, je me suis basée sur les données de l'Agrest, RSP. Donc, c'est des données, je pense, qui récoltent à l'échelle nationale, qui doivent concerner, enfin à l'échelle régionale, pardon, qui doivent concerner du coup un nombre élevé d'agriculteurs. Voilà. Donc il y a une question, avez-vous recensé les contrats proposés par les COP ou les négoces dans la région? Non, alors ça c'était dans le cadre de Philoleg. Il y a eu une étude un petit peu préliminaire pour faire un état des lieux des légumineuses, etc. Et dans ce cadre-là, ma collègue Jeanne Delso, elle a mené une étude où elle n'est pas allée voir
toutes les COP, tous les négoces, mais elle a travaillé sur les chaînes de valeur et les contrats qui existaient euh, dans différentes chaînes de valeur. Donc, par exemple, elle allait regarder dans une, elle a suivi, il y avait trois cultures, donc il y avait le haricot, il y avait le pois et il y avait la févrole dans différents systèmes. Et du coup, elle est allée analyser les relations entre les acteurs et elle a pu, du coup, travailler sur des contrats qui pouvaient exister entre des agriculteurs et des organismes de collecte, des organismes de collecte et des transformateurs. Ça, c'est une synthèse qui est aussi disponible sur le site de Philoleg et qui pourrait faut pas hésiter à aller le voir si ça vous intéresse. Après, accéder au contrat, c'est quand même assez compliqué parce que je pense que c'est des choses qui sont un peu confidentielles. Mais en tout cas, voilà, il y a cette étude et qui donne à voir quand même des choses intéressantes puisque ces trois chaînes de valeur vraiment contrastées. On a une chaîne en févrole bio, on a une chaîne en pois, c'est des gros volumes, des grosses structures. Et ensuite, on a le haricot lingot du Nord qui est donc sous IGP avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc voilà, cette étude, elle est intéressante puisqu'elle permet un peu d'illustrer les rapports entre les différents acteurs selon trois systèmes assez différents. Slide 12, l'effet précédent blé, c'est quoi SVP? Alors, slide 12. L'effet précédent blé, en gros, c'est donc enfin, on s'est basé sur les données qui étaient issues de travail bibliographique, enfin qu'on a trouvé dans la bibliographie, pardon. Donc du coup, on avait dit que pour le blé, l'effet précédent d'une févrole sur un blé, c'était que ça permettait d'augmenter de 7 quintaux par hectare le blé et de diminuer la fertilisation de 40 unités. Du coup, on a calculé combien ça permettait de gagner en termes de marge. En gros, on a différencié un blé de colza et un blé de févrole. Et la différence de marge, on a pu l'ajouter à la févrole. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, si vous avez en tout cas, donc voilà. Et pour le colza, c'est la même chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on a séparé févrole, effet blé et févrole, effet colza, euh, puisque du coup, l'impact, enfin l'effet précédent n'est pas le même pour un colza ou pour un blé. Je sais pas si vous avez d'autres questions, des remarques. Alors, quid de ces cultures face au réchauffement climatique ou au moment de la floraison, de fortes températures sont parfois néfastes sur le rendement, 2024 étant une année atypique? Bah ça, c'est clairement une des vraies questions que la production de légumineuses elle pose, le stress thermique au moment de la floraison. Euh, Là, c'est sur les leviers agronomiques qu'il faut travailler, donc ça peut être le levier variétal, essayer de développer des variétés qui sont plus robustes ou en tout cas moins sensibles à ces stress-là. Ensuite, il y a aussi des leviers agronomiques qui sont travaillés, notamment par exemple la févrole de printemps. Il y a des essais qui sont menés où on va essayer de semer une févrole de printemps en hiver, puisque maintenant les étés étant moins durs que précédemment, enfin qu'avant, eh ben on peut se dire que la févrole de printemps elle va résister au froid de l'hiver. Et si on sème une variété de printemps en hiver, eh ben on peut essayer d'éviter que le moment de la floraison se retrouve au moment où on a les plus gros stress thermiques, voire enfin des stress hydriques aussi, puisque la févrole c'est une espèce qui a besoin de quand même pas mal d'eau. Donc ça c'est des leviers qui doivent être travaillés et où il faut le problème c'est qu'il faut aussi financer ces essais-là. Et ces cultures-là, elles sont pas forcément très porteuses. Donc, enfin, c'est toute tout l'intérêt, enfin, comment dire, ouais, tous ces aspects-là agronomiques qu'il faut pousser et qui nécessitent donc de réfléchir avec tous les acteurs et de montrer qu'il y a un intérêt des acteurs de la filière à travailler sur ces aspects-là. Différence marge nette, marge semi-nette. Alors, ça, pourquoi on avait pris la marge semi-nette? Je suis pas une pro. Moi, j'ai repris la méthodologie de ma collègue. Je sais pas si, il y a des gens qui peuvent répondre à cette question.
Mais la différence, je sais plus trop ce que c'est la différence marge nette féminine. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais Béatrice, je vais aller regarder et je t'enverrai un mail pour cette question sur la marge féminette et la marge nette. Ah, Christine Leclerc qui dit marge nette, charge de main-d'œuvre déduite. Peut-être. Ça, c'est vrai que c'est les trucs très compta où. Ah voilà, bah Aïcha qui explique. Ça intègre les coûts de mécanisation et de main-d'œuvre. La marge nette, du coup. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Euh, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que ça vous a... Ah, Morgane qui répond. C'est la seminette c'est la seminette qui intègre coût de mécanisation et main-d'œuvre. Marge nette va plus loin. Et donc Béatrice qui dit habituellement les producteurs nous parlent de marge nette, d'où ma question. Est-ce que vos calculs prennent en compte la semence certifiée? Oui, on est en semence certifiée, sachant que c'est vrai que dans les pratiques, il y a des agriculteurs qui peuvent utiliser de la semence de ferme, et donc ça peut permettre de diminuer les coûts en intrants, je dirais. Donc ouais, là on est en semence certifiée. Alors, Bastien Rémurier qui demande, les tendances de ces études économiques sont identiques en pois et en lentilles? Pois, on est plutôt, oui, sur des tendances similaires à ce qu'on a pu identifier en févrole. La lentille, c'est un peu différent puisque dans les Hauts-de-France, la lentille, elle est sous contrat, donc elle permet quand même d'avoir des prix qui sont plus intéressants et plus élevés. Donc du coup, la lentille, elle est plus facilement rentable. Enfin, en tout cas, elle a été la matrice de gain permet un- enfin, les conditions de rentabilité sont plus larges. Mais sachant que la lentille, dans les Hauts-de-France, c'est que ça peut être risqué et il y a des années où on récolte pas. Donc, enfin, quand on peut récolter, alors c'est plutôt favorable l'insertion de lentilles. Quand on peut pas récolter, bah du coup, voilà, c'est pas dingue. Euh, Y a-t-il des filières plus rémunératrices que nos coopératives ou négoces? Bah, est-ce qu'on peut identifier? Là, moi, j'ai fait que en termes ouais, de système un peu filière longue avec coopérative négoce, où on voit que la rentabilité peut s'exprimer, mais elle nécessite quand même des prix et des rendements élevés. Euh, Lorsqu'on avait voilà, réalisé cette étude en 2022 ou en 2023, pardon, ma collègue, elle avait travaillé sur le lingot du Nord, qui est donc sous IGP, où là, du coup, comme on avait des prix élevés du fait qu'on était sous IGP, bah là, on avait vraiment une rentabilité beaucoup plus facilement atteignable et on dépassait largement la rentabilité d'un système sans lingot du Nord. Donc, je pense que des filières plus rémunératrices que les coopératives ou négoces, ça peut être de travailler sur des labels qualité et le circuit court peut, je pense, en réduisant le nombre d'intermédiaires, on peut peut-être favoriser, enfin, ouais, favoriser la rentabilité des légumineuses. Après, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on aimerait bien travailler, mais qui nécessitent, en fait, il faut qu'il y ait un intérêt des acteurs pour cette filière pour que derrière, bah, les prix soient suffisamment élevés. Et il y a aussi tout l'aspect, il faut booster la consommation. Si on a beaucoup de consommation, alors derrière, la demande va tirer les prix des légumineuses. Et c'est d'ailleurs un des aspects sur lesquels Philolec voulait travailler, c'était cette idée de venir tirer la production par une augmentation de la demande.
comment vous comptez augmenter la demande? Bah, augmenter la demande, ça passe par différents leviers. Donc déjà, il y a un levier de promotion, promouvoir les légumineuses à graines, les intérêts nutritionnels qu'elles peuvent avoir, les intérêts agronomiques, les intérêts environnementaux. Euh, il y a une éducation aussi à faire auprès des consommateurs, puisque souvent les produits avec de la févrole et du pois, ils ont ce goût vert, et si on n'est pas habitué, ça peut être un peu reboutant. Là, je vous ai parlé du projet Philolègue, mais il y a un autre projet qui s'appelle le projet Profil. Donc là, c'est un projet de R&D où en gros on travaille donc avec la Chambre d'agriculture, Improve qui est un centre de R&D qui fait de l'extraction de protéines végétales. Il y a aussi Adrianor qui est un centre de R&D sur la formulation d'ingrédients. Ensuite, il y a aussi Extractis qui travaille sur ce projet et le comité de promotion de la Chambre et Agrotransfert. Et là, l'objectif, c'est de se dire, en région, on a tous les outils pour produire, transformer et faire des aliments avec les légumineuses, mais comment ça se comporte? Quelle variété on arrive à produire? Comment elles sont transformables en farine? Et comment on peut les mettre en ingrédients? Et du coup, dans le cadre de ce projet, on travaille sur, on identifie par exemple, la farine de févrole, si on la met dans telle application alimentaire, elle a un goût vert, mais du coup, si on fait ça, eh ben, elle a un goût plus intéressant. Et du coup, ce travail de R&D, il permet d'acquérir de la connaissance sur comment produire, transformer et formuler des ingrédients à base de légumineuses. Et derrière, ça peut permettre de proposer des aliments qui soient plus variés. Il y a un peu cette image que les légumineuses à graines, ça va être que le lentilles saucisse ou le houmous, mais en fait, il y a plein de manières de consommer des légumineuses et donc travailler sur les différentes applications qui peuvent être développées à partir de légumineuses. Ça peut être un moyen aussi de tirer la consommation, d'augmenter la demande en proposant plus d'applications alimentaires de ces légumineuses-là et un peu dépoussiérer l'image que les gens ont des légumineuses. Ça, c'est un enjeu aussi. Et ça passe par la communication, voilà, entre autres. Et il y a aussi le travail avec les, la restauration collective qui est un gros levier puisque la restauration collective, ça touche énormément de consommateurs. On peut se dire que si on arrive à faire manger des légumineuses et à faire aimer des légumineuses, je sais pas, à des enfants en collège ou dans des cantines, là derrière peut-être qu'ils vont prendre l'habitude, puis dire à leurs parents, ah, on a mangé ça à la cantine, on aimerait bien en manger. Enfin, du coup, ça passe par essayer de viser tous les leviers. Il y a aussi, bon ça c'est pas Philolègue, mais dans le sud il y a le projet Phileg qui est à peu près l'équivalent de Philolègue mais dans le sud. Eux ils travaillent avec des chefs pour rendre un petit peu sexy les légumineuses, travailler auprès de cuisiniers qui vont derrière proposer des choses originales et donner vraiment envie de manger des légumineuses. Ça peut être aussi un levier. Alors, il y a Béatrice Maire qui dit: le problème n'est pas de faire manger des légumineuses aux enfants dans les cantines, de faire cuisiner les légumineuses par les chefs. Et du coup, c'est quoi le problème selon vous? Oui, Ouais, mais juste dire que, en tout cas, je constate que le problème, c'est pas de faire manger des légumineuses dans les cantines, mais c'est plus de convaincre les chefs de se donner la peine de les cuisiner. Et parce qu'ils sont pas formés aussi, non? je sais pas pour quelle raison, pas formé, pas envie, pas le temps, pas, je sais pas quelle raison exactement, mais c'est vrai que vous parliez du projet en Occitanie, Fileg, je crois, Filet, ouais, où ouais. ils ont l'air d'être en effet très dynamiques sur ce sujet-là. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui manque ici dans les Hauts-de-France, quels que soient même les événements organisés où on va mettre en avant des produits régionaux sur des salons, ça, que ce soit salon de l'agriculture, que ce soit les journées organisées par AproBio. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on cherche à mettre ces produits-là dans les mains des chefs. Et que eux, Je les sais chefs, pas. n'ont pas spécialement envie et que si on fait pas quelque chose pour les accompagner et les pousser, je pense que le problème, c'est pas l'enfant qui veut pas manger l'assiette qu'on lui sert parce que de toute façon, on lui sert pas.
Il y a Aprobio notamment qui a travaillé sur et avec Bio en Hauts-de-France, je crois, le concours de boulettes où du coup c'était des chefs qui devaient créer des boulettes végétales et il y avait un concours. En fait, je pense que les chefs, ils ont aussi cette image que les légumineuses, c'est long à préparer, il faut les faire tremper. C'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de cuisiner, mais du coup, il y a toute la formation des chefs qui est effectivement un enjeu. Et si les chefs sont formés au fait à la manière de cuisiner des légumineuses, en fait, ça va donner envie aussi enfin, je veux dire, un chef qui prend plaisir à cuisiner des légumineuses et qui, du coup, en restauration collective propose des bons plats à base de légumineuses, bah, ça donne aux consommateurs envie d'en remanger, etc. C'est un peu un, Tout à fait. voilà. Il y a Catherine Haas qui dit que ce n'est pas le retour qu'ils ont en Grand Est en discutant avec quelques chefs, notamment en lycée agricole, qui sont ouverts à des menus différents. Les jeunes ne s'intéressent que peu aux légumineuses. En fait, et c'est ce qu'on a pu constater quand on a fait l'état des lieux sur les légumineuses, c'est que les légumineuses, il y a plein de verrous à différents endroits, que ça soit bah, la production, la collecte, la transformation, la consommation. En fait, il y a plein de verrous donc je pense que selon les situations, on peut trouver enfin, chaque situation est un peu différente, mais on peut trouver des freins un peu partout si on se réfère à plein de situations différentes. Et donc, l'objectif, c'est essayer de massifier cette consommation de légumineuses, la connaissance de ces cultures-là et voilà, essayer de développer les filières. Il y a une question, est-ce qu'on peut utiliser les résultats du projet pour promouvoir la filière auprès des agriculteurs? Oui, bien sûr, tant que vous nous citez et que c'est bien identifié que ça a été mené par AgroTransfert dans le cadre de Philoleg, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est aussi l'objectif de ces études, c'est qu'elles permettent bah, de se disperser et d'être discutés sur le terrain. Donc oui, bien sûr, il n'y a pas de problème pour réutiliser ces résultats. Oui, il y a Mélanie Lotte de la MEL, il me semble, qui explique que effectivement Aprobio, avec la MEL, a organisé le concours de boulettes en 2024, j'imagine, pas de date, c'est 2024, et a réuni des chefs de resto-co et de restaurateurs hors domicile. Donc je pense qu'il y a des initiatives effectivement pour voilà, travailler là-dessus. Bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, mais je vous remercie grandement pour votre participation et les échanges qu'on a pu avoir. N'hésitez pas, si vous voulez avoir accès à la synthèse, à vous rendre sur le site de Philolec et vous aurez aussi les autres études qui ont été produites, donc ça, vous pouvez trouver des informations. Si vous voulez la grosse synthèse de l'étude, n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer un mail. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis je vous enverrai le replay de ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.